à la 27e émission de Radio Mortimer, l'émission mensuelle qui réunit des passionnés de théâtre et de spectacles vivants. C'est un immense plaisir pour nous d'être confinés ce soir dans les murs du Théâtre 14 et nous remercions chaleureusement Mathieu Touzé et les équipes de ce lieu pour leur accueil. Autour de la table ce soir, Yann du blog Le Galopin. Bonsoir. Bonsoir. Bénédicte du blog La Nouvelle Claque. Bonsoir. Bonsoir. Hélène, le 4e mur que vous retrouvez sur Instagram. Bonsoir. Ilona du blog Ilonartitude. Bonsoir. Et Christine du blog Le Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Il y a de l'amour encore et toujours au programme de cette 27e édition. Que l'on soit valet ou gouvernante, peintre ou romancier, beau, belle ou laide, seul ou accompagné, les affres de l'amour et les chemins de la destinée s'exposent sur les planches comme sur une place publique où chacun peut échanger librement, dans la joie ou la douleur, avec humour ou nostalgie, dans le réel ou le virtuel. Au programme ce soir, Cyrano au Funambule Montmartre, Forum à la Comédie Française, Ruy Blas au Théâtre Gérard Philippe, Marie Despoules au Petit Montparnasse, Une histoire d'amour à la Scala et Monsieur X au Théâtre de l'Atelier. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Pièce du répertoire français certainement la plus jouée en France et assurément la plus populaire. On ne compte plus les adaptations tant au théâtre qu'au cinéma, en littérature, à la télévision, à l'opéra et même en bande dessinée. Un texte qui approche le mythe et qui peut faire peur. 5 actes, une 50aine de personnages, il y a de quoi rebuter les plus téméraires. Ce n'est pas le cas de la compagnie Les Pieds Nus, qui nous présente au Funambule Théâtre une version raccourcie portée par 3 comédiennes. Pour en débattre autour de moi, Yann, du blog Le Galopin, Hélène, alias Le 4e mur, et Christine, du blog Théâtre Côté Cœur. Sur Twitter, ce pseudo-marche dit « J'y reviens une 3e fois en y amenant un autre ami. L'ambiance ne me lasse pas, l'accord des musiques liées à ces jeux de lumière sur le tournoiement des rôles et des masques est un ravissement. » Hélène, es-tu d'accord ? Totalement. Et pourtant, c'était pas gagné parce que Cyrano est une de mes pièces favorites. Et je me disais, effectivement, 50 personnages, 3 acteurs, il doit y avoir des coupures, il doit y avoir des tas de choses. Alors effectivement, il y a des coupures, il y a des raccourcis, on va dire, mais ça se tient admirablement bien et c'est absolument fabuleux. Moi, j'ai été totalement emballée. J'ai trouvé qu'il y avait d'abord une vélocité, une inventivité incroyable. Effectivement, ce sont des actrices qui changent de rôle au fur et à mesure, elles rentrent, elles sortent. Il y a des accompagnements musicaux, il y a des petits intermèdes, il y a des petits trucs de mise en scène. Je pense notamment au duel, j'ai trouvé ça formidable. Je ne vais pas dévoiler du tout ce qui se passe, mais j'ai dit, mais c'est absolument génial. Alors même si au début j'ai été un petit peu désarçonnée, parce que effectivement la première scène de Cyrano, pour ceux qui connaissent bien la pièce, c'est chez Ragueneau, et effectivement il y a tout un tas d'interjections et de dialogues qui fait qu'on ne sait pas très bien qui dit quoi et dans quel sens. Et au début j'ai trouvé ça un petit peu fouillis. Moi je connaissais bien la pièce, je m'y retrouvais, mais je me suis dit, il y avait des jeunes dans la salle, quelques jeunes, je me suis dit oulala, ça risque de les embrouiller. Puis en fait non, ça s'enchaîne tout à fait naturellement et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, une belle découverte et une audace. Fallait vraiment y penser. Faire Cyrano à 3, je pense qu'il fallait avoir un certain culot quand même. Ce sont 3 jeunes femmes qui sont absolument formidables. Le fait d'être décontenancée sur les premières minutes, c'est effectivement un sentiment général. La personne qui m'accompagnait, et puis d'autres qui y sont allés après que je leur en ai parlé, m'ont toutes dit ça, en disant j'étais déstabilisée, je me suis demandé si j'allais rester, et finalement, à une exception près, tout le monde a adoré. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement toute cette inventivité, cette créativité. On retrouve le texte écourté, bien évidemment, mais il y a aussi un esprit qui nous renvoie à un théâtre de plateau avec un décor qui est extrêmement épuré. Il y a 3 fois rien.
On a l'impression d'être dans la salle où Cyrano s'est joué, avec sur le devant des boîtes avec des bougies, donc un éclairage qui est très épuré, des lampions qui descendent du plafond. C'est très beau. C'est magnifique, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis il y a ces masques qui sont portés par les personnages. On n'est pas dans de la commedia dell'arte, on s'en rapproche, mais ce ne sont pas les masques de la commedia dell'arte. Elle les échange, ce qui fait qu'un personnage peut passer de l'une à l'autre, et pourtant ce n'est absolument pas perturbant. Au contraire, chacune apporte sa personnalité, sa sensibilité, y compris à Cyrano, elle le porte toutes les trois à tour de rôle. Et on n'est pas perdu. On suit l'évolution du personnage avec des moments différents et des sensibilités différentes. Mais c'est vivant, ça bouge. Il y a une bande originale, une bande son qui est aussi assez extraordinaire parce qu'elle joue à la fois sur des accents pop-rock et sur des choses classiques. On est dans quelque chose de complètement intemporel. Et on comprend encore plus pourquoi Cyrano continue à nous surprendre, à nous émouvoir, à nous porter à travers le temps, parce qu'on a là toute cette créativité. Elle réinvente Cyrano, elle mêle les genres, le cirque, la danse, le chant, le théâtre. Le mime. Le mime, on a le droit de le dire, oui, jubilatoire. Yann, du blog Le Galopin, je te vois hocher de la tête, mais on t'a pas encore entendu. Oui, donc ça vient. Donc moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit là. Hein. C'est un spectacle qui m'a beaucoup plu. Ah, effectivement, tu as parlé de théâtre de plateau. J'irais même presque jusqu'à dire du théâtre de tréteau. Parce que toutes ces bougies qui nous ramènent un peu à peut-être au Cyrano lorsqu'il a été créé à l'époque, puisqu'on voit ça aussi dans un film récent. J'ai les masques, l'échange de rôles qui ne sont pas du tout perturbants. Et puis, il y a toujours la beauté du texte d'Edmond Rostand, où on retrouve tous les morceaux de bravoure et cette fin de Cyrano qui, moi, me bouleverse à chaque fois. Ouais. Oui. Mais moi aussi, j'étais presque de ma petite larme, encore une fois. On a vraiment toutes les émotions. On rit. Il y a un vrai partage, elles vont dans le public, elles cassent le quatrième mur, donc elles vont dans le public, échanger, parler, et puis on est vraiment porté par cette émotion, oui, la petite larme, elle est là à chaque fois. C'est vraiment un succès, il faut continuer à aller les voir, d'abord parce que ce sont 3 jeunes femmes, une petite compagnie, mais qui mérite d'être encouragées. Elles étaient déjà au Funambule cet été. C'est pas une création de 2019, mais antérieure, qui a 2 ans, je crois. Je crois qu'il faut les nommer, donc moi je vais les nommer. Yana Serena de Freitas, Masha Yazakova et Mathilde Guétré-Guieg. Elle a un nom un petit peu difficile à prononcer. Et la mise en scène de Bastien Ossard, parce que cette mise en scène est quand même exceptionnelle. Et j'ajoute effectivement qu'il faut encourager toutes les petites compagnies là, qui travaillent sûrement pas toujours dans la facilité et que voilà, il faut y aller. Merci à vous 3. Un Cyrano jubilatoire, donc, par la compagnie Le Théâtre Les Pieds Nus, mis en scène par Bastien Ossard, on répète son nom, et on va répéter aussi leur nom, Yana Serena de Freitas, Masha Izakova et Mathilde Guétré-Guieg, qui est donc une pièce à voir au Funambule Théâtre jusqu'au 3 mai 2020. Les représentations ont lieu du mercredi au samedi à 19h ou 21h et les dimanches à 15h. Merci Yann, je te libère provisoirement. Hélène, tu restes avec moi pour nous parler de Forum à la Comédie Française. Après son remarquable film Pupille, Jeanne Herry revient à la mise en scène aux Français avec Forum. Alors que les réseaux sociaux sont partout décriés pour leur violence, Jeanne Herry choisit la thématique des forums sur Internet, lieu d'expression en tout genre, sur tout type de sujet. Du plus sérieux au plus drôle, de la névrose à la joie du partage, de façon drôle ou poignante. Autour de Maëlle Piriou s'est constitué un collectif d'auteurs qui mettent en scène les croisements des voix, qu'elles témoignent des préoccupations d'une communauté, ou soit l'expression de solitude. Pour en débattre, Bénédicte, du blog La Nouvelle Claque, se joint à Hélène, alias le quatrième mur. Sur Twitter,
CS37 dit forum superficiel. Bénédicte, Hélène, partagez-vous cet avis court mais précis? Ah non, pas du tout. Mais Hélène. alors, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Mais je reviens pas. Je vais répéter ce que CS37 dit sur Twitter à propos de cette pièce qui se joue à la Comédie Française. Ouvrez les guillemets. Forum superficiel. Je vous écoute. Mais alors, qu'est-ce qu'il voulait? D'une manière générale, les forums, c'est pas toujours très très profond. Hein. C'est souvent assez à ce moment-là superficiel, comme il dit. Non, moi j'ai pas trouvé ça du tout superficiel, puisqu'elle met en scène toute une série de situations, je pense, par rapport à ce qu'elle a pu voir en parcourant des forums, ce que le collectif a pu voir en parcourant des forums. Donc ça va des histoires de haine, aux histoires d'amour, aux histoires d'échange de bons procédés, etc. Donc je n'ai pas du tout trouvé ça superficiel. Alors bien évidemment, elle ne le traite pas de manière philosophique, en essayant de voir sociologiquement parlant à quoi ça correspond, etc. Mais ça aurait été très très chiant, sinon dans ce cas-là, il faut aller dans un colloque sur ça. Je pense qu'il y a des tas de gens qui ont écrit des tas de choses très très intéressantes là-dessus. Mais pour une pièce de théâtre, moi j'ai trouvé que c'était très bien fait, très intelligent. Moi, j'ai beaucoup ri aussi. Alors bon, bien évidemment, elle enfonce un peu quelques portes ouvertes, mais moi, je trouve que c'est un moment hyper plaisant, avec une mise en scène extrêmement souple. Je trouvais que c'était pas du tout évident de faire monologuer des gens qui sont censés être devant leur ordinateur, et j'ai trouvé qu'elle avait eu des belles trouvailles pour créer justement des petits groupes tout au long de la scène. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai trouvé que c'était très vivant et très, très bien fait. Bah, c'est marrant parce qu'avec les mêmes éléments, moi j'ai pas du tout le même ressenti. Enfin, pas du tout. Je dirais pas jusqu'à dire que c'était superficiel, mais je pense que ça a été très intéressant à construire comme spectacle. Autant pour la création du texte et donc la recherche d'essayer d'aller voir sur les forums et trouver la manière donc de retrouver la parole du forum, puisque c'est quand même des choses qu'ils ont réécrit de zéro. C'est pas donc des choses qu'ils sont allés chercher et qu'ils ont récupérées, ils ont écrit là-dessus. Et donc il y a déjà cette partie de construction du propos. Puis après, il y a la construction avec les acteurs qui a dû être très intéressante aussi sur cet aspect-là, qui est un petit peu un contresens de se dire ils vont être tous sur scène ensemble, mais en fait seuls par rapport à leur névrose et leur peur. Et donc tout ça, en fait, intellectuellement parlant, moi, ça me disait bien quelque chose. Et donc en lisant de quoi retourner le spectacle, j'étais vachement intéressée. Mais pour moi, c'est le genre de spectacle qui est bien sur le papier et qui déçoit un peu dans la réalisation. Parce que je trouvais que c'était quand même un thème, et d'ailleurs c'est marrant parce que tu as parlé de sociologie, il y a un peu cette idée pour moi, c'était un peu comme le spectacle des oubliés Paris-Alger, où en fait... c'est dur. Bah ouais, pour moi c'est un loupé parce que il y a des thèmes qui sont d'abord académiques et sociologiques et qui sont à fouiller, et qui n'ont pas forcément leur place sur une scène de théâtre. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est pas très bien retranscrit, ce qui fait qu'en fait, il y a des fois où, certes, on voit la violence, on voit les plus beaux sentiments et tout, mais je me dis, so what, enfin, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Moi, je suis pas sortie en me disant, je sais quelque chose en plus, ou alors, ça m'a intéressé plus que ça. Enfin, voilà, il y a des moments où j'ai eu de la gêne, où j'ai un peu rigolé parce que c'était très cru. Après, je me suis ennuyée. Après, enfin... Voilà, moi j'ai trouvé ça drôle, hein. T'as été gênée par la crudité. Ben non, c'est amusant. J'ai rigolé, mais en me moquant en fait, oui. Pas en étant avec, pas d'empathie, plus de me moquer de certaines choses. Tu riais contre plutôt que de rire avec. Voilà, et donc du coup, pour moi, c'était pas du coup ce qu'on attend et ce qu'on aimerait provoquer et je pense que c'était pas leur intention non plus, donc non, mais moi j'étais pas dedans. Je pense qu'elle a voulu juste faire des petits miroirs, hein. Encore une fois, moi je pense pas que toutes les pièces de théâtre doivent apporter quelque chose au sens profond du terme. Ça peut être parfois uniquement de la distraction intelligente, et j'ai trouvé que c'était de la distraction intelligente. Enfin, j'en cherchais pas autre chose. Et elle a certes une vision très optimiste, parce que finalement, il y a effectivement la violence, elle l'aborde, mais effectivement de manière très caustique, parce que finalement, on arrive à en rire, hein.
de l'aspect violent. Et puis elle fait un petit peu une note rose à la fin, etc. Donc elle l'a fait de manière très positive et c'est sûr, elle n'est pas allée dans les lynchages et dans les choses absolument... Enfin, elle n'a pas approfondi tout ça, mais bon, ça c'est son choix en tant que metteur en scène. Ouais, mais je trouve que c'était... Enfin, il y a un peu ce côté de intellectuellement, c'est intéressant d'aller là-dessus et de voir ce qu'on peut faire au théâtre, mais que... Bah, dans la réalisation, moi, enfin, voilà, quoi. Ça aurait pu être fait comme pas être fait. Moi, tu sais, je suis une bonne béotienne moyenne, donc ça m'a bien plu. Mais bon, je comprends ton point de vue, mais contrairement à toi, j'y suis allée en tendant le dos. Je me suis dit, oulala, hein, et tout. Bon, j'étais pas... Et j'ai été très agréablement surprise. Alors que toi, c'est un petit peu l'inverse. Et pourtant, on parle des mêmes éléments, mais voilà, quoi, le ressenti, c'est le théâtre, quoi. Ben voilà, c'est ça. Accroche ou pas, et on ayant vu la même chose. Enfin, c'est un beau travail quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Bon, alors que Paris-Alger, il manquait quand même quelque chose. Hein. Forum superficiel, forum superficiel. À vous de faire votre avis. Ou en fait, non, vous ne pouvez plus faire votre avis, malheureusement. Ça se jouait jusqu'au 1er mars 2020. Il s'agissait de Forum, de Patrick Goujon, Hélène Grémillon et Maëlle Piriou, mis en scène par Jeanne Herry, au théâtre du Vieux Colombier. Merci à vous deux. Oui, Hélène, alias... Ça sera peut-être repris la saison prochaine. Ah. Merci à vous deux. Bénédicte, tu restes avec moi et nous retrouvons Yann pour parler de Ruy Blas au théâtre Gérard Philipe. Nous partons maintenant en Espagne avec Victor Hugo au XVIIe siècle. Don Salluste, ministre déchu, demande à son valet Ruy Blas de se faire passer pour son cousin Don César auprès de la reine d'Espagne. Ruy Blas, le simple valet, s'éprend de la reine. C'est à Grignan, en 2019, pendant le Festival de la Correspondance, que le metteur en scène Yves Bonnen a monté le drame épique et romantique par excellence, tout autant satire politique que vaudeville aux nombreux rebondissements, qu'est Ruy Blas. Loin du magique château de Grignan et de son non moins magique festival de la Correspondance, c'est aujourd'hui au théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis que nous pouvons découvrir la tragédie hugolienne vue par Yves Bonnen. Sur Twitter, Marie Baudet qualifie son Ruy Blas de chatoyant et austère, cocasse et tragique. Yann, Bénédicte, êtes-vous d'accord ? Alors moi, j'avoue, j'adore cette pièce, mais j'avais un point de départ qui était compliqué pour me dire qu'ils étaient acquis, c'est que j'avais adoré, mais vraiment adoré, c'est un de mes souvenirs de théâtre les plus forts, la mise en scène de Chiaretti qui était en 2011 avec Robert Renucci dans le rôle de Don Salluste. Et ayant cette émotion et ce souvenir si fort, je m'étais dit que ça allait être un peu compliqué pour eux. Et pourtant, j'ai passé une excellente soirée parce qu'il y a quelque chose... Déjà, c'est très beau, c'est vraiment très bien joué. Les rôles sont très bien incarnés et il y a aussi ce respect du texte et de se dire que on va faire quelque chose de classique mais en essayant de le porter haut et fort. Et enfin, c'est vraiment... Moi, je l'ai vu en plus dans l'écran du Théâtre Montansier, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a quelque chose, enfin, un peu cette idée des grandes pièces d'Hugo qui est vraiment super bien portée, quoi. Et du coup, je pense que ça permet à des gens de découvrir Hugo en n'ayant peut-être pas trop d'idées de ce qu'ils vont voir et d'être happés par ça. Et quelque chose qui respecte le texte et qui est assez classique, mais qui est magnifiquement fait, quoi. Il faut vraiment y aller. Alors, la situation, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la situation que tu as faite. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est du vaudeville. Je dirais plutôt qu'il y a un mélange de textes classiques et de comédie pure. Mais c'est très bien fait parce que ça se mêle tout à fait harmonieusement. Il y a de la musique, il y a des musiciens, il y a du chant, il y a une manière d'interpréter, je pense, au rôle de la reine. On n'a jamais vu la reine se rouler par terre, courir un petit peu partout dans tous les sens sur le plateau, pendant que la duègne, elle fait... un va-et-vient, elle fait les 100 pas là sur le devant. Et puis je trouve aussi que les alexandrins sont dits d'une manière tout à fait naturelle. Je crois que c'est peut-être la bonne méthode pour découvrir ce genre de texte classique parce que ça n'est pas monté d'une manière très, très stricte, très... Et du coup, je trouve ça assez généreux aussi, quoi. C'est vraiment pour le public, quoi.
pour être embrassé, pour être compris, pour être accueilli et ouvrir ça à peut-être des publics qui découvrent le théâtre. Donc c'est vraiment génial, quoi. Et puis il y a aussi le fait que ce texte de Victor Hugo est toujours d'actualité. Bon, je me souviens avoir vu ça dans un spectacle qui s'appelait Éloquence à l'Assemblée, où il y avait déjà des textes de Victor Hugo qui étaient dits par Joe Star. Quand on a le moment où Ruy Blas dit « Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres » et tout ce qui suit, on peut rapprocher ça peut-être aux quelques décennies précédentes et voir que c'est toujours d'actualité. Moi, j'ai trouvé les comédiens très bons. Je ne vais pas les nommer, si je les nomme. Nous, on peut les nommer. Nous, on va les nommer. Thierry Bosc, François Debloc, Zacharie Ferron, Noémie Gantier, Fabienne Lucchetti, Maxima Marchand, Guy Pion, Jean-Christophe Quénon, Marine Silf et, on n'oublie pas les musiciennes Anne-Lise Binard et Elsa Guillet. Voilà. Je veux rajouter juste un petit quelque chose sur Zacharie Ferron, qui a un tout petit rôle de valet, qui est vraiment, on dirait qu'il est en caoutchouc, il y a une scène d'ivresse qui est très réussie. Et je voudrais également rajouter, pour les gens que ça effraierait un peu d'aller au TGP à Saint-Denis, qu'après les spectacles, il y a une navette de retour sur Paris qui passe par Stalingrad, la gare du Nord, République et Châtelet. Vous n'avez pas d'excuses, il faut y aller. Voilà, tout à fait. Et on en profite aussi pour faire parvenir cette information qui vient de tomber sur la nouvelle direction du théâtre Gérard Philippe. Donc c'était Jean Bellorini qui dirigeait le théâtre Gérard Philippe depuis ces quelques dernières années. Et maintenant, alors c'est qui ? C'est Julie Deliquet. Julie Deliquet, dont on a déjà parlé plusieurs fois au cours de différentes émissions. Et puis, bonne chance à elle. Vous pouvez donc découvrir ce Ruy Blas de Victor Hugo, mis en scène par Yves Bonnen, au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 15 mars 2020. Les représentations ont lieu du lundi au samedi à 20h et le dimanche à 15h30. Et je précise, tant qu'on y est, qu'il y aura une rencontre avec l'équipe artistique le 8 mars à 18h. Oui, et il y a également quelques dates en tournée après. À suivre donc. Merci Yann, merci Bénédicte. Yann, à ton tour de rester autour de la table pour évoquer avec moi Marie des Poules au Petit Montparnasse. Yann du blog Le Galopin, tu restes avec moi et tu es rejoint par Christine du blog Théâtre Côté Cœur pour nous parler de Marie des Poules, gouvernante chez George Sand, qui se joue avec succès, de prolongations ont déjà été annoncées, au Petit Montparnasse. Marie Caillot a 11 ans lorsqu'elle entre au service de George Sand à Nohant. Comme il y a 2 maris à la cuisine, l'enfant aura pour tâche de s'occuper des poules. Mais son intelligence éveille rapidement la bienveillance de la maîtresse de maison. Marie va apprendre à lire, à écrire et se transformera en comédienne dans les pièces que George Sand présente chez elle, à Nohant. Mais il y a Maurice, le fils de Georges, ira à l'émancipation de la petite paysanne devenue gouvernante. Sur Twitter, Thomas Ngoong-Roche dit « Merci à Béatrice Agenin pour cette merveilleuse Marie des Poules au théâtre Montparnasse. Une interprétation flamboyante et digne d'un caméléon entre paysanne ingénue au patois délectable et matriarche sans langue de bois. Plume qui frappe juste. Arnaud Denis est impeccable également. Yann, Christine, qu'en pensez-vous ? » Je crois que Thomas a vraiment bien résumé. Ce Marie des Poules, gouvernante chez George Sand, est une... Allez, je vais encore oser le mot. Pépite. Est-ce que c'est une pépite jubilatoire ? Oh. Tout est magnifique dans la pièce. Moi, j'ai trouvé vraiment tout magnifique dans la pièce. L'écriture de Gérard Savoisin qui est vraiment très belle. La mise en scène et la qualité des lumières, de tout l'ensemble du décor. Je veux citer la personne qui s'est occupée des lumières, qui s'appelle Laurent Béal, qui a fait un travail absolument remarquable. On trouve aussi des marionnettes qui sont de Julien Sommer. La mise en scène, c'est Arnaud Denis. Le décor, c'est Catherine Bluval. On ne cite pas assez souvent, je crois, toutes ces personnes, tous ces techniciens qui participent à la création du théâtre. Et c'est vraiment
un spectacle global où tout concourt à la réussite. Béatrice Agenin porte le rôle de Marie Caillot. On commence à la voir un peu âgée à la fin de sa vie, alors qu'elle est à Paris, qu'elle est un peu abandonnée. Et puis elle revient sur son histoire, elle se retrouve, elle se revoit à 11 ans quand elle est arrivée au service de Madame George Sand. Et toute timide, avec son patois qu'elle maîtrise mais à merveille. Et on va suivre toute son évolution. Et c'est absolument formidable de voir que Béatrice est crédible. Elle est Marie à 11 ans, elle est Marie à 18 ans quand elle tombe sous le charme de Maurice. Elle est George Sand, qui a, je sais pas, 40 ans, peut-être 40 ou 50 ans à l'époque. Et puis elle est Marie aussi plus vieille. Et tout est mis merveilleusement en scène. Ce rôle, je crois que Gérard Savoisien l'a écrit pour Béatrice Agenin, qui est du Berry, et qui voulait jouer un spectacle qui parle de George Sand. Ce rôle est vraiment fait pour elle, écrit pour elle, et elle le maîtrise parfaitement. Alors je suis tout à fait d'accord, bien sûr, sur ce que tu viens de dire à propos de Béatrice Agenin, parce que ce qu'elle fait, c'est-à-dire passer de la fillette de 11 ans, puis de la jeune fille de 15-16 ans, la femme, etc., c'est fait avec une fluidité, avec un naturel. Je trouve que... il y a beaucoup de délicatesse dans la mise en scène et dans la lumière. Je trouve qu'elle fait preuve de beaucoup d'humilité dans son jeu. C'est-à-dire qu'elle ne force pas, elle ne fait pas un truc... Elle n'est pas dans la démonstration. Voilà, merci. C'est tout à fait ça. Et donc c'est absolument... je trouve qu'elle est absolument formidable. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion dans son jeu. Bon, Arnaud Denis, comme ça a été dit, il est effectivement impeccable, c'est-à-dire le fils qui ne peut pas vivre sans être un peu couvé par sa mère, qui lui obéit, on verra dans le courant du spectacle. Il ne sert pas à grand-chose, Voilà, qui vit sur le dos de sa mère et qui s'amuse avec ses marionnettes, et ça c'est très joliment mis en scène aussi. Véritablement, le personnage de Maurice Sand était un passionné de marionnettes. Donc c'est pour ça qu'on retrouve, je pense, ce château de Nohant qui a été construit en modèle réduit par la scénographe Catherine Bluval. On retrouve les marionnettes qui permettent de faire un peu évoluer le spectacle. Il y a le texte de Gérard Savoisien qui, décidément, après Mademoiselle Molière, offre vraiment de très beaux rôles féminins. Et il y a aussi quelque chose que moi j'ai relevé, c'est George Sand était une femme très libre, et pourtant on s'aperçoit qu'il y a quand même des contradictions dans ses agissements, puisque bon, elle est très libre dans sa vie, elle laisse son fils vivre en dilettante, etc. Mais ça ne va pas jusqu'au point de le laisser faire une mésalliance. C'est ce qui m'a choqué effectivement dans le spectacle, plutôt dans l'histoire de Marie Despoules, c'est de voir que George Sand, qui a été quand même à l'origine de quelques avancées pour les droits des femmes, qui mettait elle en avant son droit d'être une femme libre, indépendante et qui ne dépendait pas des hommes, avec toutes ces histoires amoureuses, toute sa philosophie de secouer un petit peu les règles de la société sont complètement bloquées dès lors qu'il s'agit de son fils chéri, adoré, unique, et qui va se commettre avec une servante, tant que ça reste à quelque chose de badin, donc il aille se rouler dans l'herbe et dans les lits avec la gouvernante ou la Marie Despoules. Ça va, à partir du moment où il refuse un mariage à cause de Marie, là ça ne passe plus. Et j'étais vraiment très très surprise de ce moment-là. Mais voilà, ça met aussi en évidence la société et les limites de l'émancipation. Il y a encore le point des contraintes sociales, malgré les efforts d'émancipation de George Sand. Marie Despoules de Gérard Savoisien, mis en scène par Arnaud Denis, se joue au Petit Montparnasse jusqu'au 10 mai 2020, du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 17h15. Merci Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Merci Yann du blog Le Galopin. Yann, je te vois sourire mais je ne te libère pas encore.
Reste avec moi et j'invite Ilona du blog Ilonartitude et Hélène, alias le 4e mur, à nous rejoindre pour débattre d'une histoire d'amour, encore une histoire d'amour, à l'affiche de la Scala. Amour, toujours. Rendons-nous maintenant au boulevard de Strasbourg, où celui qu'on ne présente plus, Alexis Michalik, remplit la salle de la Scala depuis le 9 janvier. Après les succès de ses précédentes créations qui, rappelons-le, sont encore toutes jouées dans les salles parisiennes, Alexis Michalik continue de faire les beaux jours, ou plutôt les belles soirées du théâtre parisien. Ici, c'est une histoire d'amour qui constitue le point de départ de sa nouvelle histoire, celle de Justine et Katia, qui tombent follement amoureuses l'une de l'autre. Sur Twitter, Florence Vieron dit « Pour sa 5e pièce, une histoire d'amour, Alexis Michalik questionne l'amour, le deuil, la fratrie. C'est enlevé, gai, souvent drôle, gai, G-A-I, je précise, souvent drôle même quand le tragique domine, et parfois trop virevoltant quand la gravité du sujet mériterait de la sérénité. Yann, Hélène, Ilona, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Alors moi d'habitude, je suis pas très fan d'Alexis Michalik. Bon, à part Edmond que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Et là, je trouve qu'après le début qui est un peu surprenant, parce qu'effectivement, on se dit oh, c'est très banal comme histoire, et le texte aussi. Et puis, moi, je me suis laissé emporter par l'histoire. Alors, c'est vrai que c'est une histoire simple, c'est une histoire quotidienne, donc qui nécessite peut-être pas forcément un grand texte. Je pense que le texte là, tel qu'il est écrit, ce sont des mots qu'on peut employer au quotidien. Ce côté un petit peu simple, ce côté mélo, je crois qu'il est très assumé par Alexis Michalik. Et puis il y a effectivement un questionnement, ce que c'est d'être parent, les différentes formes les différentes formes pour être parent, et sur le deuil. Alors effectivement, on rit beaucoup, et c'est ça qui est très bien aussi, ce mélange des genres. Je trouve aussi que la mise en scène était très cinématographique, et je me suis même dit que si les grands metteurs en scène hollywoodiens qui ont réalisé des mélos, c'est peut-être une histoire, c'est peut-être ce type d'histoire-là qu'ils filmeraient aujourd'hui. Et puis, je trouve que les comédiens sont très très bien. Il y a une petite fille, je ne sais plus son nom, parce que je crois qu'elle change tous les soirs, elle était formidable. J'ai bien aimé aussi que le spectacle commence par une chanson, qu'il se clôture par une chanson. Je ne spoile rien du reste. Et voilà, et du coup, ça m'a même donné envie de retourner voir Le Porteur d'Histoire et le Cercle des Illusionnistes, que j'avais pas franchement beaucoup apprécié au début, quand je les ai vus. Ilona ? Alors moi, je trouve que le grand talent d'Alexis Michalik, c'est de pouvoir rendre le théâtre accessible. C'est-à-dire que d'une histoire simple, je trouve qu'il donne quelque chose de clair, d'intelligent, de bien ficelé, bien construit, donc cinématographique effectivement, autant dans le déroulé de l'histoire que dans la scénographie, et que en fait son point fort pour une histoire d'amour comme pour les autres créations précédentes, c'est que n'importe qui peut le voir et l'apprécier sans être particulièrement proche du milieu théâtral, et que pourtant ça reste suffisamment intelligent, suffisamment sympathique pour que tout le monde s'y retrouve. Et je trouve que il y a des imperfections dans une histoire d'amour, il y a des imperfections dans le Cercle des Illusionnistes, il y a des imperfections dans Intramuros, mais ces imperfections, c'est ce qui rend les pièces identifiables d'une part, et ce sont des pièces auxquelles nous, spectateurs, pouvons nous identifier dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, même si, voilà, une histoire d'amour, c'est assez alambiqué, c'est assez capillotracté, moi je trouve, qu'il y a des moments où, bon, voilà, on s'enfonce dans le mélo, on s'enfonce dans le drame, mais on rigole beaucoup. Et en fait, ce trop, je pense que ça renvoie quand même une bonne image, un bon miroir
de ce que peuvent être nos sensations à nous, nos émotions à nous. Je crois, encore une fois, que ce côté mélo, il est très assumé de la part de Michalik. Je pense que c'est tout à fait volontaire. Et c'est peut-être aussi une pièce d'après ce que j'ai lu ici et là, c'est peut-être une pièce qui lui est personnelle, où il a mis des choses sur la paternité, par exemple. J'ajoute quelque chose. Ce qui m'a un chouïa dérangé, c'est que on dirait par moment une adaptation libre de Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot, qui est une bande dessinée absolument incroyable, que je lis, relis quand ça va pas, que je lis très souvent. Et en fait, il y a vraiment dans le thème, dans les thèmes abordés, dans l'histoire, il y a des correspondances qui sont quand même assez troublantes, et je ne l'ai vu nulle part. Je n'ai pas vu de référence à ça sur Internet, dans des critiques. Il n'y a pas de référence à ça. Du coup, je m'interroge un petit peu si c'est une inspiration ou une pure coïncidence. Alors moi, je vais un petit peu balancer un seau d'eau glacée sur toutes ces belles critiques. Alors oui, il est très doué, il est très beau. Heureusement qu'il est très beau, comme ça on le regarde pendant la pièce. Personne n'a encore mentionné. Moi je le mentionne parce que c'est ça qui m'a sauvé mon après-midi. Je me suis dit quand même il est beau. Voilà. Donc je l'ai regardé. Oh, à mon âge, on peut regarder sans toucher. Voilà. Donc j'ai trouvé ça mièvre. Quand vous parlez de mélo, moi j'ai dit c'est mièvre. Voilà, c'est complètement téléphoné. Il y a des trucs qui sont totalement téléphonés. La jeune femme qui est dans son appartement et qui joue très bien, du reste, je l'ai trouvée très belle, très gracieuse. Tout de suite, on sent le truc, tout de suite, on sent le truc arriver. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 20-25 minutes de pièce, on peut à peu près dire ce qui va se passer. Et en fait, on tombe à peu près bon. Donc, c'est quand même très, très téléphoné. Alors, quand tu dis que ça fait penser à Bleu, moi, je pense que c'est des thématiques qu'on a tellement vues au cinéma, au théâtre, dans la lecture, qu'en réalité, c'est des trames ressassé partout, et il n'a fait que reprendre une trame facile. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un peu facile. Alors ce qui sauve là-dedans, c'est son personnage, parce que son personnage est un peu caustique. Là, il fait des vannes parfois très crues, très, très dures, etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien, cet aspect-là. Et je me dis, mais pourquoi il ne nous fait pas une pièce que comme ça, avec que des choses un petit peu caustiques, un peu dures, et pourquoi est-ce qu'il met du mélo à côté, enfin du mièvre, du cuculapraline, etc. Alors c'est bien joué, c'est fluide, il a un savoir-faire dont il use et il abuse, et moi je crois que ce garçon est trop doué, et il a trop eu, trop vite. Donc je me demande s'il ne se repose pas un peu sur ses lauriers. Moi j'aimerais bien, je crois qu'il en a la capacité de faire quelque chose de plus dense, de plus clivant, de plus dur, de plus... Voilà. Et j'attends ça de lui parce que je pense qu'il a du talent. Mais là, franchement, ouais, c'était sympa, quoi. Ouais, c'était sympa. Moi, je pense que ce qu'il cherche en tant que metteur en scène, c'est rassembler. Quand tu dis faire quelque chose de clivant, faire quelque chose de dur, faire quelque chose de plus... quelque chose qui ressemble plus à du théâtre assez élitiste, comme les reproches qu'on a l'habitude de faire, au théâtre de manière générale, je pense que Michalik, son objectif quand il écrit et quand il met en scène, c'est de rendre le théâtre accessible à tous. Certes, les trames peuvent être connues, vues, revues, etc., mais en même temps, elles donnent à voir quelque chose. C'est une réécriture, c'est quelque chose... qu'on a peut-être déjà vu, mais en tout cas qui va amener les gens à découvrir le milieu théâtral et potentiellement après s'intéresser à autre chose. Et quand il prend des comédiennes qui sont habituées à faire des séries télévisées, des feuilletons de première partie de soirée, des choses comme ça, c'est pas des comédiennes qui sont habituées aux planches. Et je pense que c'est voulu, c'est volontaire de sa part, c'est un parti pris qu'on voit des comédiennes, une mise en scène, etc., plus fédérateur. Non, mais peut-être, mais bon, moi, c'est pas ma came. C'est-à-dire, c'était un dimanche après-midi où il faisait froid dehors et où on a envie de dormir. Donc, c'est bien. Enfin, moi, j'ai été très contente d'y aller et de voir. Mais franchement, je ne crierai pas au chef-d'œuvre comme on a pu le dire. Aussi, ça a été très encensé quand même. Au début. Et voilà. Donc, et je pense qu'il a une veine, franchement... Ce contraste du reste entre les dialogues qu'il s'est donné, qu'il s'est servi et qui sont extraordinaires, et les scènes des autres, j'ai trouvé ça, j'ai dit mais c'est pas la même pièce, quoi. Et ça m'a vraiment interrogée.
Donc heureusement du reste qu'il y avait ces scènes, il s'est bien servi, parce que là j'ai trouvé que c'était jubilatoire, voilà. Mais le reste, non. Voilà, moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, non. Mais c'est quand même un très très bon spectacle et moi j'ai beaucoup aimé. Nous allons faire une petite entorse à la règle parce qu'il y a Christine du blog Théâtre Côté Cœur qui pousse tout pour se rapprocher du micro et qui voudrait prendre la parole. Christine, qu'as-tu à ajouter sur ce sujet ? Alors, j'essaierai de faire un mix entre les deux avis. Non, ce n'est pas le chef-d'œuvre de Alexis Michalik. Pour moi, son chef-d'œuvre, ça reste Le Porteur d'Histoire. C'est du mélo. Non, il l'assume pas. Il le dit que c'est pas du mélo. Son attaché de presse le vend un petit peu comme du mélo. Soyons réalistes, c'est quand même très mélo. Je te rejoins, Hélène, sur un petit peu la facilité d'écriture. Par contre, j'ai l'impression, moi, d'avoir deux histoires qui se sont juxtaposées. Si j'ai bien lu, il a écrit une histoire d'amour cet été, suite à une rupture qui a été très douloureuse. Et ça, on le retrouve, je crois, dans le personnage qu'il s'est écrit, dans ce romancier, quand même très, très proche de lui, on va dire ça. Donc, dans l'histoire de ce romancier, et puis à côté, l'histoire de sa sœur et de préoccupations qui sont beaucoup plus contemporaines dans la société aujourd'hui. Les deux se croisent, se juxtaposent, avec beaucoup d'humour. Et c'est vrai qu'on rit beaucoup et on pleure aussi. Et ça, c'est sa force. J'ai pleuré, j'ai été très touchée par ses destins, même si, oui, on les sent venir. On sait ce qui va se passer, on sait comment ça va se terminer. Mais son écriture, le jeu, la mise en scène fait que je me suis aussi laissée prendre et l'émotion, elle est venue. Ça reste un très beau spectacle. Il réussit tout ce qu'il touche. Et pour ce qui est de la composition, enfin plutôt de la manière dont il joue, crée ses spectacles, il a aujourd'hui 4 de ces spectacles qui sont toujours programmés à Paris, 5 spectacles qui sont programmés à Paris, qui font salle pleine, sans une seule tête d'affiche. Et ça, il est le seul à le faire. Et pour ça, je lui dis bravo, Mister Michalik, et merci pour le théâtre. Si je peux rajouter une dernière chose, je tiens quand même à saluer la prestation de Violette Guillon, qui est une petite qui a 13 ans et qui est absolument incroyable. C'est une actrice, c'est une comédienne. À plusieurs moments dans la salle, il y a eu des perturbations. À un moment, j'étais au premier rang et il y avait quelqu'un à côté de moi qui parlait à voix haute. Donc sur scène, forcément, on entend. Pendant que Violette Guillon parlait, et elle ne se démonte pas, elle ne se retourne pas, et c'est quand même exceptionnel. Il y a un téléphone qui sonne. À un moment, elle s'étouffe avec un bout de pain, et Michalik lui lance de manière très décontractée « Ah là là, c'est sec, hein !» Et rire général dans la salle, tout le monde s'esclaffe, et elle reste dans son personnage, elle continue. Pas un sourire, pas une mimique, rien du tout, et je salue ça. Je rappelle que vous pouvez découvrir la pièce Une histoire d'amour, écrite et mise en scène par Alexis Michalik, à la Scala Paris jusqu'au 31 mai 2020. Sans transition, partons maintenant au théâtre de l'Atelier où nous pouvons découvrir Monsieur X, un théâtre sans parole, mais avec un grand monsieur, j'ai nommé Pierre Richard. Sous la houlette de Mathilde Amet, décidément amatrice de théâtre sans parole, après Open Space et Le Banquet, Pierre Richard incarne un drôle de bonhomme qui vit tout seul dans son appartement. Entre poésie et humour, Monsieur X entraîne le spectateur dans un univers aussi loufoque que tendre, absurde et réaliste. Sur Twitter, Eva Rock dit « Le théâtre offre des moments de grâce. Celui-là est précieux, original, poétique. » Bénédicte du blog La Nouvelle Claque, Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Parlons-en ensemble. Alors, moi je pense que ça aurait pu être le genre de spectacle fausse bonne idée avec une tête d'affiche assez connue et où on se dit bon on va voir mais on y va pour lui et on verra bien ce que ça donne. Et D'ailleurs, j'étais surprise de voir que l'affiche a changé entre le début de la pièce où on ne voit qu'un nuage et où maintenant ils ont remis sa tête. Je sais pas si vous avez vu ça.
mais maintenant l'affiche a de nouveau la tête de Pierre Richard dessus. Bref. Mais toujours est-il que j'y allais un petit peu sceptique et en fait j'ai beaucoup aimé le fait que ça offre une pause de poésie dans des vies qui sont quand même très denses en mots, en discours, en plein de choses. Et en fait là c'est juste visuel et c'est juste quelque chose de l'ordre du ressenti avec effectivement ce clown un peu dégingandé avec un look ringard et qui est là juste sur scène à interagir avec des objets et avec un imaginaire en fait. Ça c'était vraiment assez précieux d'avoir des choses d'une salle en fait qui commence à se mettre à vivre. On a des courriers qui pleurent, on a des théières ou des frigos qui se remplissent, plein de choses en fait qui se passent et qui interagissent avec ce grand monsieur et cet être un peu seul mais qui finalement nous dit que ce qu'on prend pour de la solitude peut être quelque chose de beaucoup plus doux en fait et beaucoup plus habité et du coup je pense que ça rassure, enfin il y a quelque chose de rassurant et de d'assez poétique quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on est dans un univers un peu hors du temps. Moi je trouve que c'est hors un de l'espace. nuage, un truc un peu... Oui, et c'est ce qu'on voit, il y a une très belle utilisation des effets spéciaux aussi et des trucages qui sont réalisés par Arthur Chavaudret et Alan Sartori. Il y a énormément de douceur, de poésie, de nostalgie et en même temps, c'est pas triste. On a cet homme un peu distrait, c'est un peu le personnage du distrait qu'on a souvent associé à Pierre Richard. Un peu loufoque, on ne sait pas trop si c'est la solitude et le veuvage qui l'ont installé dans ce monde où il s'est lui coupé du reste du monde, ou si c'est le monde qui s'est transformé autour de lui pour se coller à son état d'esprit. On a ces objets qui bougent, on a des projections sur la fenêtre, assez loufoques aussi, on a parfois dans un monde un petit peu fantastique, et il y a vraiment énormément de poésie, il n'y a pas de paroles. Mathilde Amel nous a effectivement habitués à ça, et pourtant tout est limpide, on est porté par cette douceur, tu as raison, on casse le rythme de nos vies qui sont complètement à courir en tous les sens pour se poser et vivre ce moment d'amour, de nostalgie et de douceur avec cet homme. Puis il y a souvent, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a souvent des attaques en fait, c'est l'extérieur qui essaye de rentrer et qui reste dehors et qui lui permet lui de rester dans un cocon, quelque chose où voilà, il est bien là-dedans et son univers est protégé. Ouais, il y a aussi, faut rendre aussi hommage à la musique qui est très belle. Tout ce qui a été composé par Amin Malouf rajoute aussi à la poésie et à la tendresse qu'il y a dans ce spectacle. Et moi, clairement, il y a des passages et des musiques que j'aurais bien ajoutées à ma playlist. Donc ça fait plaisir aussi quand tu as cette création. Et puis c'est des univers qui sont quand même un peu différents. Et qui arrivent à se rencontrer pour faire un objet un peu non identifié et qui marche en sachant que moi j'avais un peu cet a priori de départ en me disant voilà, on nous vend la tête d'affiche et finalement c'est quelque chose de beaucoup plus humble. Oui, tout à fait. Je te rejoins sur le côté humble de l'interprétation. Pierre Richard prend plaisir à être ce monsieur X qui pourrait être n'importe quel vieil homme. Et il a beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir à jouer et tout en étant dans son monde et au moment des saluts, on le sent. Et quelque part, c'est agréable aussi de voir un acteur qui a vieilli et qui fait avec et qui n'incarne pas ce qu'il a été, mais ce qu'il est maintenant, quoi. Dans son corps, avec son âge, et qui prend un rôle qui lui va bien aussi avec ça et du coup qui lui permet d'évoluer aussi dans ce qu'il a proposé comme jeu par rapport à ce qu'il donne aussi comme image, quoi. Et donc ça, c'était assez cool. Pour moi, ça va avec l'humilité de la pièce, quoi. Je te rejoins tout à fait. C'est un très beau moment, un joli moment à partager au théâtre de l'Atelier. Merci Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Merci Bénédicte du blog La Nouvelle Claque. Je rappelle que vous pouvez découvrir aussi Monsieur I de Mathilde Amet avec Pierre Richard au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 8 mars. Donc vous avez très très peu de temps. Avant de clôturer notre émission, Christine du blog Théâtre Côté Cœur, toujours elle qui veut prendre la parole. Christine, tu voudrais partager avec nous un coup de cœur?
Alors, je voulais vous parler d'un spectacle qui s'appelle Vive la vie de la compagnie Interface. C'est une compagnie suisse qui m'avait complètement ébloui il y a quelques années avec L'Oubli des Anges et que je suis depuis. L'Oubli des Anges, c'était un spectacle absolument sublime sur le deuil. Et là, avec Vive la vie, il célèbre la vie, l'évolution de la société, le progrès. La marque de fabrique de la compagnie Interface, c'est de mêler la danse, le théâtre et le chant. Et cette fois-ci, il y a même une petite touche de magie et d'illusion qui est rajoutée avec un artiste dont je n'ai pas noté le nom et j'en suis désolée pour lui, mais qui est absolument bluffant de technique et de maîtrise de son art. Le spectacle relate les transformations de la vie familiale et du monde du travail de 1900 à aujourd'hui. C'est un spectacle qui est plein d'optimisme. On est ému par la puissance des voix, des chants, par la légèreté et la grâce de la danse et notamment de Géraldine Lonfa qui réalise les chorégraphies. L'histoire est axée sur l'arrivée de la fée électricité dans les campagnes et comment elle a transformé le monde, la société et les gens. Et surtout, c'est une ode à la vie, à l'énergie vitale et à la force du rêve. Je vous invite vivement à vous laisser surprendre par cette compagnie qui sort des cadres classiques, qui transmet dans chacun de ses spectacles des émotions très fortes. Vive la vie, ça se joue au Théâtre de la Gaîté du samedi au mercredi à 19h et c'est jusqu'au 30 avril 2020. Merci Christine du blog. Et voilà, la 27e émission de Radio Mortimer touche à sa fin. J'aimerais remercier infiniment Mathieu Touzé qui est co-directeur avec Édouard Chapeau du Théâtre 14, deux nouveaux directeurs pour un nouveau théâtre qui vient de rouvrir après plus d'1 an de travaux de rénovation. C'est un théâtre à découvrir dans le 14e, tout au sud de Paris, donc c'est là où il fait le plus chaud. Donc venez découvrir cet endroit, nouvelle déco, nouvelle programmation. Et justement, je voudrais vous toucher 2 mots de cette nouvelle programmation. Depuis le 3 mars, vous pouvez découvrir la pièce Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, mis en scène par Louise Vigneault. C'est avec Magali Bonnat et avec la voix de Louise Vigneault. C'est à découvrir jusqu'au 14 mars, donc l'exploitation est très courte, mais venez découvrir cette pièce. Ça se joue les mardis, mercredis et vendredis à 20h, les jeudis à 19h et les samedis à 16h au Théâtre 14. Et je voudrais vous parler également très rapidement de La 7e vie de Patti Smith. Ça, c'est à partir du 24 mars. C'est d'après un roman et une pièce radiophonique de Claudine Galéa. C'est mis en scène par Benoît Bradel. C'est avec Marie-Sophie Ferdan, Thomas Fernier et Seb Martel. C'est une pièce, un spectacle à découvrir mardi, mercredi et vendredi à 20h, jeudi à 19h, samedi à 16h et ça jouera jusqu'au 4 avril 2020, je le rappelle, donc c'est au Théâtre 14, tout neuf Théâtre 14. Et encore merci à ce lieu pour cet accueil, pour ce charmant accueil ce soir pour l'enregistrement de la 27e émission de Radio Mortimer. Et évidemment, je voudrais remercier Bénédicte du blog La Nouvelle Claque, Yann du blog Le Galopin, Christine du blog Le Théâtre Côté Cœur, Hélène alias Le 4e Mur et Ilona du blog Ilonartitude pour avoir chroniqué ces pièces ce soir. On se donne rendez-vous le 9 avril prochain pour notre 28e émission de Radio Mortimer. D'ici là, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Radio Mortimer, sur nos fils Twitter et Facebook et sur notre compte Instagram. D'ici là, nous espérons que le coronavirus ne vous empêchera pas d'aller au théâtre, au cirque, à l'opéra. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et pour que vive le spectacle vivant, allez, sortez et allez rire et pleurer sur les fauteuils rouges ou bleus des théâtres de Paris et au-delà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci à Mélina pour l'animation. Merci. Au revoir.